Donc, la constipation, c'est juste ça. Vous grignoter tout le temps ci et ça. Dans le sud de l'Inde, on a trouvé une chose magique qui va maintenir votre appareil digestif propre. Un côlon propre est vraiment vital pour la santé. Si vous mangez dans les fast-foods ou dans les rayons des supermarchés, vous allez généralement manger des aliments à très faible teneur en eau. Si le régime alimentaire n'est pas végétarien, alors c'est aussi un problème parce que le transit est très lent dans le système. Tous les aliments que vous consommez devraient avoir une forte teneur en eau. Votre corps contient plus de 70% d'eau. Si vous mangez des légumes, en général, leur teneur en eau dépasse les 70%. Les fruits contiennent plus de 90% d'eau. Donc, si vous apportez une quantité suffisante de légumes et de fruits et d'oléagineux et de graines germées et ainsi de suite, le transit de l'intestin ne sera pas un problème du tout. Vous mangez des aliments très secs, qui ne contiennent pas d'eau. Donc, si vous apportez une quantité suffisante de fruits, de légumes, d'oléagineux et de graines germées, rien que ça devrait régler la chose. Donc, la constipation, c'est juste ça. Vous êtes tout le temps en train de grignoter ci et ça. S'il y a assez de temps entre vos repas, d'un repas à l'autre, vous ne serez pas constipé. Si vous êtes tout le temps en train de grignoter, là, c'est un problème. En général, traditionnellement, le ghee est toujours la première bouchée. Le ghee est un lubrifiant qui lubrifie l'ensemble du tube digestif. Ça devrait être la première chose que vous consommez pour que ça facilite le passage de la nourriture. En même temps, si vous mangez du ghee avec des sucres lents, si vous mangez du ghee avec du sucre, alors ça ajoute de la graisse. Mais si vous mangez juste du ghee ou juste avec un petit morceau de nourriture, vous mangez le ghee au début, alors il agit plus comme un lubrifiant. Donc quelqu'un qui consomme du ghee de la bonne façon, cette personne aura toujours un côlon propre parce que rien ne va rester collé, rien n'y reste pendant de longues périodes. Donc, dans le centre de yoga, la journée commence par une petite bille de neem et de curcuma. Cela a de nombreux aspects en termes d'impact que ça a sur votre système. Une chose immédiate que ça va faire, c'est que ça va maintenir votre tube digestif propre. Quand on dit propre, ceci est une région où il y a un maximum d'autres vies. Donc, dans ce tube digestif, il y a toute une série de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont devenus nos amis. Nous vivons grâce à eux, nous sommes capables de digérer la nourriture grâce à eux. De très nombreuses fonctions du corps ont lieu grâce à eux. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui nous nuisent. La singularité du neem, en particulier quand il est pris avec du curcuma, si ces deux choses sont ensemble, en grande partie, les choses qui ne sont pas nécessaires au corps, les choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. Un côlon propre est vraiment vital pour la santé. Les produits laitiers ont certaines enzymes qui sont utilisées aujourd'hui pour fabriquer certains adhésifs textiles. Ces adhésifs ne sont pas solubles dans l'eau. Donc quand vous consommez beaucoup de produits laitiers, ils vont se coller dans votre côlon. Donc les déchets qui auraient dû facilement être évacués ne vont pas s'écouler hors du système. C'est un trio magique de fruits du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, le triphala
avec un peu d'eau, ou une cuillère de lait, ou autre si vous en prenez, ou même avec du miel. Si vous en prenez, il va y avoir un nettoyage du système. Mais si vous ne pouvez pas trouver tout ça, dans le sud de l'Inde, on a trouvé une chose magique, qui s'appelle l'huile de ricin. Juste un petit peu. Une demi-cuillère d'huile de ricin tous les jours. Le soir, vous la chauffez, la mettez dans de l'eau ou du lait et vous la buvez. Vous verrez, votre côlon va rester propre. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, les médecins reconnaissent que ce qui se passe dans votre mental et ce qui se passe là en bas sont liés. On a toujours dit ça en yoga. Si tu es constipé au niveau de tes émotions et de tes pensées, tu seras naturellement constipé en bas aussi. Vous savez ça? Voyez à quel point votre cerveau et les autres parties sont connectés. Parce que tout ce que vous faites là-haut affecte naturellement les fondements de votre vie. Le Mooladhara est affecté, simplement à cause des absurdités que vous créez dans votre tête. Si vous avez peur, vous allez soit avoir la diarrhée, soit être constipé. C'est pour ça qu'on dit « peur à en faire dans son froc ». Soit c'est déchargé à des moments inopportuns, soit c'est stocké. Dans les deux cas, la peur vous emmerde. Dans les deux cas, ce qui se passe dans votre mental et ce qui se passe en bas sont connectés. Sadhguru, pouvez-vous parler de... Vous savez, vous avez dit que le truc, ce n'est pas d'essayer de changer le karma passé. Et donc, pouvez-vous parler du pouvoir de l'intention et pourquoi l'intention est si importante? Vous donnez des exemples magnifiques dans le livre qui illustrent que vous pouvez faire la même chose, mais votre intention fait toute la différence en termes de karma accumulé ou pas. Eh bien, voici ce qui s'est passé un jour. Shankaran Pillai se rend chez son avocat et il veut divorcer de sa femme. L'avocat demande pourquoi, ça se passe bien avec elle, où est le problème? Shankaran Pillai dit, elle se tient si mal à table. Elle respecte si peu les bonnes manières, je ne peux plus vivre avec elle. Mais l'avocat demande, ça fait 18 ans que vous êtes mariés, c'est seulement maintenant que tu réalises qu'elle ne respecte pas les bonnes manières? Il dit, eh bien, c'est seulement hier après-midi que je suis tombé sur un livre sur les bonnes manières à table. C'est en le lisant que j'ai réalisé qu'elle ne respecte pas du tout les bonnes manières, donc je veux divorcer. Donc, les gens changent constamment d'intention. Oui. S'en tenir à une certaine intention, c'est s'en tenir à un plan de base. Le reste du plan peut prendre n'importe quelle tournure, il peut aller en ligne droite, en courbe ou en zigzag. On ne sait pas, il y a beaucoup de situations dans la vie, mais l'intention de base doit être maintenue. Votre intention ne peut pas être maintenue si vous ne changez pas votre identité, dans le sens où, si votre identité est trop orientée sur votre corps, ou votre intellect, ou vos émotions, alors vous ne pouvez fonctionner qu'en tant qu'individu. Donc, votre intention est très importante, mais en même temps, plus que l'intention est une conséquence du genre d'identité que vous avez adopté. Si l'identité que vous avez adoptée, c'est d'être quelqu'un de très très fort, alors vous verrez, avec les meilleures intentions, les pires choses peuvent quand même arriver. Il faut que je vous le dise. Les choses les plus horribles sur la planète ont eu lieu avec les meilleures intentions. Les gens qui croyaient qu'ils font de grandes choses, ils ont fait les choses les plus horribles. Les gens qui, encore aujourd'hui, croient qu'ils font l'œuvre de Dieu, ils font les choses les plus terribles dans le monde en ce moment, parce que l'intention, sans ajuster l'identité, peut devenir une arme très puissante. La chose la plus importante est d'ajuster l'identité. La petitesse de votre identité ou la grandeur de votre identité va même déterminer même ce qu'est votre intention. Votre capacité à développer une intention, le genre d'intention que vous avez, comprenez cela s'il vous plaît. Quelqu'un qui commet un crime, lui aussi, a une puissante intention.
Quelqu'un qui fait autre chose, beaucoup de nations, d'entreprises, vous savez, divers royaumes dans le passé, ils croyaient tous avoir une bonne intention en conquérant le monde. Et vous connaissez les conséquences de ces intentions, d'accord? Nous avons souffert de l'impérialisme. Peut-être pas autant ici, vous avez aussi souffert dans une certaine mesure, mais dans d'autres parties du monde, en Afrique, Asie, nous connaissons les fruits de l'impérialisme, ce qu'on a traversé à cause de ça. Mais dans leur esprit, leur intention était une intention puissante, merveilleuse, issue de leur idée d'un seul monde, ok? Donc, il est très important de d'abord ajuster notre identité. Si vous faites passer votre identité d'une identité limitée à une identité cosmique, ensuite, les intentions vont naturellement apparaître. Voyez, tout ce à quoi vous êtes identifié, avec ça, vous avez toujours les meilleures intentions. Vous n'avez pas besoin de cultiver ces intentions. Vous avez un petit bébé, là, vous n'avez pas à penser « je ne vais faire que des bonnes choses pour cet enfant ». Non, vous n'avez même pas besoin de ce genre de pensée. Comme vous le voyez comme étant à vous, naturellement, toute l'intention est là. Vous devez juste voir le monde comme étant à vous. Vous devez voir l'univers comme étant à vous, et il est à vous. Vous prenez un certain rythme qui est compulsif en vous. Vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre. Quand il s'agit du noyau le plus profond, tout est un. Quand il s'agit du corps, quand il s'agit du mental, quand il s'agit de vos émotions, et du monde qui vous entoure, et de votre activité, ce qui donne toute sa signification à la vie, sa beauté à la vie, et son efficacité à la vie. C'est juste de trouver le bon rythme. Quel est votre rythme? Si vous écoutez la surface la plus extérieure de qui vous êtes, il y aura un certain type de rythme. Si vous allez un peu plus profond, il y aura un autre type de rythme. Il y a un rythme très superficiel qui va s'exprimer à travers les besoins très basiques et les compulsions de qui vous êtes. Si vous vous observez d'un peu plus près, vous verrez, il y a un rythme psychologique qui ne correspond pas forcément aux besoins et compulsions qui vous dirigent au quotidien. Si vous observez avec un peu plus de sensibilité, vous remarqueriez un rythme émotionnel, dont la nature est complètement différente de celle de votre rythme psychologique. Si vous observez bien plus attentivement, vous pourriez remarquer un certain rythme chimique, qui pourrait être plus lié à vos cycles émotionnels qu'à toute autre chose. Si vous observez avec bien plus de conscience, vous pourriez remarquer un certain rythme énergétique, qui n'aura rien à voir avec aucune de ces choses, mais il cause tout le reste. Mais si vous regardez assez en profondeur, il n'y a pas de rythme, c'est l'immobilité totale. Il n'y a rien à faire avec votre immobilité. Juste vous y plonger. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais tous les autres cycles doivent être travaillés. Vos énergies, votre chimie, vos émotions, vos pensées, votre corps, votre désir et les rythmes karmiques.
ces choses doivent être travaillées. Autrement, vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous entrez dans un certain rythme qui est compulsif en vous, vous ne serez qu'une répétition du passé, encore et encore. Rien de nouveau ne va jamais vous toucher. Donc, trouvez le rythme et consciemment changer le rythme, rendre le rythme plus profond, plus complexe ou plus simple. Par-dessus tout, être capable de consciemment changer le rythme, ne pas être comme un disque rayé, où vous n'arrêtez pas de chanter le même rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'âge de 60 ans, quelqu'un vient me voir hier et me dit, « Mon mari ne fait pas assez attention à moi. » J'ai dit, « Tant mieux pour vous. Si vous avez eu ces problèmes à 18 ans, pas bon, mais compréhensible. À 60 ans, vous avez toujours le même problème. À 60 ans, si vous êtes encore un adolescent, oh, personne ne va vous tolérer. Oui. Personne ne va tolérer qu'un sexagénaire se comporte comme un adolescent, n'est-ce pas? Donc, si vous n'apprenez pas à changer consciemment le rythme du corps, du mental, des émotions, de la chimie et de l'énergie, vous allez devenir comme un disque rayé, à simplement répéter les mêmes choses encore et encore. Le moyen le plus facile, ou le moyen le plus simple, de briser les rythmes qui sont compulsifs en vous, c'est de commencer à faire des choses que vous n'aimez pas. Vous aimez commencer la matinée avec un chocolat, mais ici vous commencez avec une boule de Nîmes. Juste ce que vous n'aimez pas. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, le plus simple c'est de chercher quelqu'un que vous ne supportez pas et de travailler avec lui. Vous le choisissez pour travailler avec vous, quelqu'un que vous ne supportez pas. Ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre, de juste vous lever le matin et de faire ce que vous n'aimez pas. Et au bout d'un moment, vous verrez, vos j'aime et j'aime pas sont essentiellement votre création. Ce ne sont pas des lois données par Dieu sur ce que vous devriez aimer et ce que vous ne devriez pas aimer. Ça n'a rien à voir avec l'objet de votre j'aime ou l'objet de votre j'aime pas. C'est juste votre compulsivité qui vous attire vers certaines choses et vous éloigne d'autres choses. Cette question vient de Subhashish Mukherjee, et il dit « J'aimerais connaître la vérité sur la magie noire. Mes amis qui ne sont pas bengalis croient que la magie noire est originaire du Bengale occidental. Quelle est la part de vérité là-dedans ?» C'est une question très bengali. La vérité, il ne demande pas quelle est la part de vérité dans la magie noire, il demande si elle vient du Bengale occidental ou pas. Eh bien, les gens du Kerala pensent qu'elle vient du Kerala. Elles sont un peu louches, ces deux populations. Beaucoup de poissons chez eux, vous savez. Donc, à une époque, dans ce pays, comme vous avez un médecin de famille, ils avaient un médecin sorcier. Presque chaque famille avait quelqu'un à consulter sur ce genre d'aspect. Parce que César était si répandu. Est-ce que ça vient du Bengale? Est-ce que ça vient du Kerala? Non, je pense que ça a davantage survécu au Kerala et au Bengale de nos jours. À d'autres endroits, ça a été un peu éradiqué. Essentiellement, vous parlez de l'occulte.
L'occulte est une certaine technologie où vous pouvez utiliser vos énergies pour créer un certain impact. Mais malheureusement, ça a eu très mauvaise presse. Parce que la demande était plus élevée pour l'aspect négatif. Les gens l'ont davantage utilisé négativement que positivement. Ça pourrait aussi être utilisé positivement. C'est comme n'importe quelle technologie. Vous pouvez l'utiliser soit positivement, soit négativement. Malheureusement, l'utilisation négative est devenue très largement plus grande que l'utilisation positive. Donc les gens pensent que l'occulte est négatif. Non. L'usage est malheureusement devenu négatif. Ça pourrait aussi être utilisé de manière positive. Quand je dis que ça pourrait aussi être utilisé de manière positive, vous pouvez transformer la vie avec. Vous pourriez aider les gens à se sortir de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes psychologiques. Diverses choses pourraient être faites. Au lieu de cela, comme la demande est principalement pour le négatif, à cause de cela, ça a acquis une image négative. L'occulte est comme ceci. Voyez là maintenant, vous avez tous un téléphone. Supposons que vous ayez eu un téléphone il y a 100 ans, un téléphone portable il y a 100 ans. Vous auriez pu prétendre avoir des pouvoirs occultes, parce que vous auriez pu juste le prendre et parler à quelqu'un en Amérique. Tout le monde, oh, ils auraient frissonné, d'accord? Oui ou non? Donc l'occulte est juste une technologie. Vous pourriez communiquer, vous pourriez utiliser vos énergies pour communiquer avec quelqu'un. Mais au fur et à mesure que la technologie moderne devient de plus en plus subtile, le besoin d'occulte diminue. Il diminue pas mal. Parce que beaucoup de choses que nous faisions avec l'occulte, aujourd'hui peuvent être faites simplement. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp, vous n'êtes plus obligé de vous asseoir là en vous concentrant pour envoyer un message à quelqu'un. Cela prendrait beaucoup plus d'énergie et de temps de faire ça. Maintenant, le message part. Donc, les affaires de message sont complètement sorties du domaine de l'occulte. Autrement, l'occulte était principalement utilisé pour transmettre des messages aux gens, d'une manière différente. Vous avez entendu parler de télépathie et de télécommunication, vous savez? Pas de télécommunication, de télékinésie et de diverses autres choses, où des choses étaient faites à distance. Mais aujourd'hui, on fait toutes ces choses avec la technologie normale. Donc l'occulte, ou la nécessité de l'occulte, recule. Le besoin est simplement en train de disparaître, et ça va probablement disparaître en grande partie. Il y a certaines choses que l'on pourrait faire, mais par-dessus tout, si nous créions une société dans laquelle quoi que l'on vous donne, vous allez l'utiliser de manière positive, l'occulte peut être une immense possibilité, tout comme la technologie peut être une formidable possibilité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la technologie est majoritairement utilisée pour développer des armes et de l'armement et des bombes atomiques, et des choses de plus en plus destructives. La même chose aurait pu être utilisée pour autre chose. Des choses absolument positives auraient pu être faites, mais ça n'a pas été fait, parce qu'il y a un plus grand marché pour les choses négatives. De même, des choses similaires sont arrivées à l'occulte. Votre ami Mukherjee... Eh bien, je pense... D'après ce que j'ai entendu, je pense que le Kerala domine dans les pratiques occultes encore aujourd'hui. Viennent ensuite le Bengale occidental, puis probablement certains États du Nord-Est en ont, mais c'est de l'occulte très rudimentaire. L'occulte du Kerala est assez sophistiqué. Vous allez trouver beaucoup d'occulte en Amérique du Nord, dans les tribus nord-américaines, mais très basique, principalement de l'occulte pour les messages. Mais maintenant, ils ont tous des smartphones, donc ça disparaît. Je pense que le Cachemire, à une époque, avait beaucoup d'occulte. Le Bengale, le Kerala, le Nord-Est, certaines parties de l'Andhra Pradesh et de l'Orissa. Mais maintenant, le marché est en perte de vitesse. Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ?» Gautama dit, « Si elle t'invite, avec tant d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Du coup, les gens disent, « Voyez, il s'égare. » Gautama, le Bouddha, qui voyageait sans arrêt avec un grand groupe de ses disciples, a instauré la règle selon laquelle, pendant la saison de la mousson, ces 2 mois et demi, vous pouvez rester au même endroit.
La règle, pour les sannyasis, ou les moines qui étaient avec lui, était que vous ne deviez jamais rester au même endroit pendant plus de 2 jours. Normalement, les moines étaient hébergés dans beaucoup de maisons. Donc, il a instauré cette règle, pas plus de 2 nuits dans la même maison, parce que ce serait une charge trop lourde pour l'hôte. Ils hébergent 10 personnes. Vous ne restez pas là pendant 1 mois. 2 jours. Ça aurait dû être 1 jour. 2 parce que vous êtes arrivé après avoir parcouru une longue distance. Un peu de temps pour récupérer. Mais pendant la saison de la mousson, il dit, jusqu'à 2 à 2 mois et demi, vous pouvez rester au même endroit. Parce que marcher à travers les jungles de cette région, pendant la saison de la mousson, serait dangereux. Et beaucoup perdraient la vie. Donc c'est une période de mousson. Ils sont restés dans une grande ville et étaient répartis dans beaucoup de maisons. Les moines sortaient chercher leur aumône auprès des gens. Ananda, ou Ananda Tirtha comme on l'appelait, qui s'avérait être le frère aîné de Gautama avant qu'il soit moine, sort en ville, et il y avait une courtisane ou une prostituée. Elle lui fait l'aumône, le regarde, un beau jeune homme, grand et honnête. Elle dit, « J'ai entendu dire que les moines cherchent un abri dans beaucoup de maisons. Pourquoi ne viens-tu pas loger chez moi ?» Ananda dit, « Je n'ai pas de problème, mais je dois demander à Bouddha où je peux séjourner. » Alors elle devient vraiment taquine. Elle dit, « Oh, tu vas aller demander à ton gourou? Va lui demander, voyons ce qu'il dit. » Donc Ananda apporte ce qu'il avait recueilli pendant la journée. Gautama était assis, il vient le placer à ses pieds, et chacun est censé trouver de la nourriture et un abri, peu importe où il va. Ananda demande, « Comme ça, cette dame m'invite, puis-je séjourner là-bas » Gautama dit, « Si elle t'invite, avec beaucoup d'affection, tu dois aller séjourner là-bas. » Les habitants de la ville qui étaient assis là, ils disent, « Quoi? Un moine qui va séjourner dans la maison d'une prostituée? Ça y est. » Ce processus spirituel est corrompu. Gautama les regarde et leur dit, « Pourquoi êtes-vous si inquiets? La dame l'invite, laissez-le y aller, où est le problème ?» Ils se lèvent tous et commencent à crier. Il dit, « Attendez, je suis sur cette voie parce que je vois que c'est la manière la plus puissante de vivre. Et maintenant vous me dites que ces manières sont plus puissantes que les miennes? Si c'est la vérité, moi aussi, je vais aller la rejoindre. Je suis là parce que je vois que c'est la plus précieuse et la plus puissante manière d'exister. Si vous pensez que ces manières sont meilleures que les miennes, moi aussi je devrais aller la rejoindre parce que si vous êtes un vrai chercheur, c'est comme ça que ça devrait être. Si vous trouvez quelque chose de beaucoup plus élevé, vous foncez. Alors les gens se sont mis à crier, et bien sûr beaucoup d'entre eux sont partis. Alors Ananda est parti séjourner avec elle. C'est la période de la mousson, et à cause des pluies il fait froid. Le moine porte un vêtement fin, donc elle lui donne un beau châle en soie. Il se couvre. Alors les gens disent, « Voyez, il s'égare. » Elle prépare un bon repas et lui donne, il mange. Puis dans la soirée, elle danse pour lui. Il est assis, la regarde très attentivement, avec la plus grande attention. Puis quand ils ont entendu la musique, ça y est, c'est fini. Puis ça a continué. Quand le moment est arrivé, quand les pluies ont cessé, quand il a été l'heure de partir, Ananda est revenu chez Gautama avec une femme moine. Donc, la puissance d'être sur le chemin de la vérité a été présente, mais a été bien des fois à son pic, mais n'a jamais été généralisée.
Je vois cela aujourd'hui du fait de notre capacité à communiquer, du fait des outils de la technologie. L'aspiration naturelle, l'aspiration innée chez un être humain à trouver la vérité, ce n'est pas une chose qui a été enseignée, ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné aux gens que vous devez chercher la vérité. C'est naturel pour l'intelligence humaine de chercher ce qui est le plus élevé. Si on vous donne le choix, à tout être humain, le choix d'être ici ou là, il va toujours dire « je veux être là ». Là maintenant, il est peut-être coincé ici, mais l'aspiration est d'aller vers ce qui est le plus élevé. C'est juste qu'on doit lui montrer qu'il y a des choses plus fortes que de se saouler, il y a des choses plus fortes que les drogues, il y a des choses plus fortes que d'être pris dans des cirques sociaux, il y a des choses plus fortes que d'être meilleur que quelqu'un d'autre. On a juste à lui montrer, on doit lui faire comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort. Depuis toujours, beaucoup de sages, saints, yogis, gourous ont fait cela. Mais comme je l'ai dit, c'étaient des personnes douces. Ils n'avaient pas une voix comme la mienne. Ils n'avaient pas de microphone. Ils n'avaient pas d'outils grâce auxquels ils pouvaient parler à quelqu'un là-bas. Ils pouvaient seulement parler aux personnes ici. Malgré cela, ils ont fait des choses formidables. Pour leur époque, beaucoup d'entre eux ont fait des choses formidables, par pure grâce et énergie. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont transformés. Des millions de personnes autour d'eux, ils les ont mis sur le chemin de la vérité, sur la puissance de la vérité. Mais l'heure est venue où notre capacité à communiquer est telle que l'on peut faire passer la vérité sous chaque porte. On peut faire en sorte que la vérité frappe au mental et au cœur de tout le monde. Cela n'a jamais été possible auparavant. La technologie nous a fait arriver là. Je sens que c'est la meilleure des époques pour généraliser la vérité, pour faire du fait d'être vrai, d'aspirer à la vérité, de chercher la vérité, la force principale sur cette planète, parce qu'on a des outils que personne n'a jamais eus.